a les muscles du dos qui brûlent. Ils sont vraiment prêts à céder sous une tension insoutenable. Ouais, on ressent presque la douleur physiquement. Complètement. Les poignets sont meurtris, cisaillés par une fine corde étouffante. Les orteils frôlent à peine un seul un peu étrange, striés de jaune et de noir, tu vois, cherchant frénétiquement une prise qui se refuse à eux. C'est une image tellement angoissante. Ah mais totalement. Et au beau milieu de cette agonie physique, juste là, suspendue au-dessus de la colonne vertébrale, on a une unique goutte d'un bleu glacial qui est figée. Figé en pleine chute libre, ouais. Exactement. Et l'attente de l'impact est presque pire que la douleur elle-même. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre exploration ne s'appuie pas sur des centaines de pages de données. Ni sur de longs rapports scientifiques, pour une fois. Voilà. Toute notre attention se concentre sur une seule et unique source visuelle. Une œuvre d'art vraiment fascinante. C'est une huile sur toile peinte en 2023 par Dani Zouhir, un artiste marocain originaire de Meknès. Et le premier contact avec cette image provoque un vrai choc frontal. C'est ça, une sensation d'étouffement immédiate, quoi. En fait, l'œuvre impose sa charge émotionnelle avant même que le cerveau n'ait le temps d'analyser ce qu'il regarde. L'enjeu ici, face à une toile d'une telle densité psychologique, ça dépasse de loin le simple inventaire visuel. Ouais, il ne s'agit pas juste de faire la liste de ce qu'on voit. Exactement. Il ne suffit pas de décrire un corps et des cordes. L'objectif de notre analyse, c'est vraiment de démonter la mécanique de cette tension. Comment de simples pigments sur une toile arrivent à déclencher une réponse physiologique chez la personne qui regarde. C'est la grande question. Et pour comprendre ce tour de force, on va devoir disséquer l'image en profondeur. D'abord, on va s'intéresser à l'anatomie de cette captivité brute au centre de la toile. Le corps, les muscles, tout ça? Tout à fait. Ensuite, on confrontera nos interprétations sur cette espèce d'anomalie surréaliste, la fameuse goutte suspendue. Et pour finir, on verra comment le choix des couleurs de l'environnement, ça verrouille le piège psychologique tendu par l'artiste. Ok, génial. Commençons par ce qui saute aux yeux en premier, la lutte physique. Dès le premier regard, l'œil est vraiment happé par ce corps masculin. Vu de 3/4 arrière. C'est ça. Et la posture, elle est d'une contorsion extrême. La musculature n'est pas juste dessinée, elle est sculptée par l'effort. C'est très organique. Ouais, la peau arbore des teintes très chaudes. De l'ocre, de l'orange, on dirait presque une terre cuite portée à haute température. Le dos est lourdement voûté. Les bras tirés vers le bas. Voilà. Et les doigts des mains sont écartés à l'extrême, comme s'il cherchait à gripper l'air lui-même. C'est vraiment le portrait d'une angoisse absolue, mais rendu avec une matérialité hyper troublante grâce à l'huile. L'utilisation de la peinture à l'huile, c'est d'ailleurs le moteur de ce réalisme viscéral en fait. L'huile possède une onctuosité, une capacité à accrocher la lumière qui permet de simuler la moiteur de la peau, la sueur. L'élasticité de la chair aussi. Exactement. L'artiste de Meknès utilise cette technique classique qui est presque académique dans son rendu anatomique, mais il la subvertit complètement. Comment ça? La lumière ne célèbre pas un corps héroïque ici. Elle cartographie la douleur. Et le point d'ancrage de cette douleur, visuellement parlant, c'est se draper d'un rouge vif. Ah oui, ce rouge presque sanglant. Voilà, qui enroule le bassin. Ce rouge sature complètement la rétine, il agit vraiment comme un centre de gravité chromatique autour duquel toute la souffrance du personnage pivote. C'est vrai que l'œil est tout de suite attiré par ça. Et du coup, ce drapé rouge nous amène direct au cœur du problème, les entraves. Ce corps, il est piégé dans une espèce de double contrainte. La fameuse dualité des cordes. Ouais. Et ici, j'aimerais proposer une lecture un peu différente de la simple description. On observe bien deux types de liens. D'un côté, on a ces énormes cordes rugueuses. Beige, très brutes. C'est ça, qui tirent le personnage par le torse et semblent le suspendre en l'air. Et de l'autre, on a ces cordes beaucoup plus fines, d'un bleu électrique. Qui ligotent les poignets. De manière hyper serrée, ouais. Moi, ça m'évoque une métaphore super frappante de nos propres luttes modernes. Ah, intéressant. La grosse corde beige lourde et évidente, ça pourrait représenter les fardeaux structurels. Tu sais, la survie physique, les contraintes économiques, la gravité pure de l'existence, quoi. Je vois. Et la corde bleue? Cette fine corde bleue, avec sa couleur si artificielle, clinique presque, elle ressemble à une restriction psychologique. Numérique peut-être. L'anxiété moderne, précise et invisible, qui paralyse nos actions. Et les actions, c'est symbolisé par l'aimant. C'est une excellente analyse. La distinction entre ces deux forces, c'est vraiment la clé de voûte de la scène. Tu trouves? Absolument. La corde brute évoque une traction animale archaïque. Elle déforme carrément la colonne vertébrale. La corde bleue, par sa finesse, suggère effectivement une violence plus chirurgicale. Plus incisive.
Ouais, les mains incarnent la capacité d'agir sur le monde. Les lier avec cette couleur froide qui est en rupture totale avec la chaleur organique du corps orange, c'est amputer l'individu de sa volonté d'action. C'est glaçant, dit comme ça? Et pour comprendre que cette scène est un instantané d'une résistance et non d'une défaite totale, il faut vraiment scruter les points de contact avec le sol. Ou plutôt, l'absence de contact, non? C'est exactement ça. Le détail anatomique est d'une précision redoutable. Sous le personnage, on a une simple bande, un sol marqué d'une ligne noire et jaune. Ça rappelle grave les marquages de sécurité industrielle, d'ailleurs. Tout à fait. Et les orteils sont violemment recroquevillés, contractés à l'extrême, cherchant une adhérence sur ce sol qu'ils effleurent à peine, en fait. Les doigts des mains aussi, ils sont tendus à se rompre vers le bas. Voilà. Ce n'est pas l'abandon d'un corps inerte suspendu à un crochet de boucher, c'est la biomécanique d'un homme qui mobilise chaque fibre de ses muscles pour lutter contre ces deux formes de gravité. La structurelle et la psychologique. Exactement. L'énergie dépensée pour maintenir cette suspension au millimètre près, elle est juste colossale. C'est précisément l'intensité de cette surchauffe physique qui rend la partie supérieure de la toile si déconcertante, en fait. Toute la moitié basse du tableau hurle la réalité terrestre, la gravité, la sueur, les cordes. Oui, on est dans la souffrance pure. Et puis, notre regard s'élève, presque par instinct de survie, pour fuir cette souffrance. Et là, on bascule dans une dimension radicalement différente. Le côté surréaliste. Ouais, c'est l'irruption du surréalisme dans l'œuvre de Danny Zouir. Le registre visuel change du tout au tout. Au-dessus de ce corps tordu, on a une forme translucide et lumineuse qui flotte dans le vide. C'est très abstrait. C'est ça. C'est une masse blanche avec des reflets bleu pâle, comme une entité éthérée ou une flamme inversée. Et de cette masse se détache l'élément le plus tendu de toute la composition. La fameuse goutte. Une unique goutte bleue parfaite, figée en plein vol, qui tombe avec une précision mathématique vers le dos nu du personnage. Mais c'est là que je veux vraiment contester l'interprétation la plus sombre qu'on pourrait en faire. Ah bon? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Beaucoup verraient cette goutte comme une menace. Moi, quand je regarde ce corps orange, brûlant, fiévreux, Épuisé? épuisé par la lutte, voilà, je vois cette goutte bleue comme une promesse de salut. L'eau est universellement reconnue comme un symbole de purification, d'apaisement, non? C'est vrai que le contraste thermique joue là-dessus. Mais oui. Ne pourrait-on pas lire cette scène comme un moment de grâce, genre une eau salvatrice venue refroidir un corps en surchauffe juste avant qu'il ne cède? L'argument de la compensation thermique est super intéressant. La chaleur du corps appelant la fraîcheur de l'eau, je l'entends. Mais la mécanique des couleurs contredit cette vision optimiste. Tu es sûr? Oui, en peinture, rien n'est laissé au hasard, et surtout pas dans une palette aussi restreinte. La goutte en suspension possède une teinte bleue extrêmement spécifique, d'une très grande pureté. Ok. Et alors? Or, cette teinte est rigoureusement identique à celle de la fine cordelette qui cisaille les poignets du sujet. Ah, bien vu. Sur le plan sémiotique, partager la même couleur, c'est partager la même nature en fait. L'artiste relie génétiquement l'outil de la privation de liberté à l'élément qui s'apprête à frapper le dos. Ah, attends, je suis peu prêt à lâcher cette idée de sauvetage. Certes, le bleu est le même, c'est un fait, mais la corde au poignet, c'est un objet solide, tu vois, une entrave tranchante. Alors que la goutte, La goutte, elle, est fluide, par définition insaisissable. L'artiste pourrait très bien jouer avec nos attentes, non? comment ça? Utiliser l'ADN visuel de la prison, ce fameux bleu électrique, pour concevoir l'antidote. C'est peut-être l'idée que ce qui nous entrave contient aussi le remède de notre libération. C'est une interprétation audacieuse. Ou alors, inversement, c'est une manipulation ultra cruelle. Faire espérer au personnage une goutte de fraîcheur, alors qu'il s'agit en réalité d'un acide corrosif. Cette ambiguïté, elle est viscérale, quoi. Cette cruauté de la manipulation, c'est précisément ce qui donne toute sa puissance à la scène, selon moi. En instaurant le doute sur la nature de la goutte, baume ou poison, l'œuvre explore une torture psychologique bien connue. Le supplice de la goutte d'eau. Exactement, le supplice de l'attente. Dans certaines formes de torture historique, la douleur physique infligée est parfois dérisoire, comme une simple goutte d'eau tombant à intervalles réguliers sur le front, tu vois? Oui, c'est vrai. C'est l'anticipation qui rend fou. C'est ça. Ce qui détruit l'individu, c'est l'anticipation de l'impact. L'esprit se fracture face à l'inéluctable. La verticalité parfaite de cette chute s'oppose au chaos tordu du corps. Et il ne peut même pas la voir en plus. Voilà.
Le personnage ne peut pas voir cette goutte qui tombe dans son dos, mais la tension de sa posture suggère qu'il en ressent l'approche imminente. La goutte, en fait, c'est la manifestation visuelle de l'épée de Damoclès. Une menace invisible, mais tellement palpable. Et le fait qu'il ne puisse pas voir ce qu'il menace, ça nous rend, nous, observateurs, omniscients face à son drame. Complètement, on voit tout. Ce qui nous amène à examiner l'environnement qui encadre cette scène. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de l'action, de l'anatomie, mais l'atmosphère générale d'une œuvre est toujours dictée par son écrin, non? Oui, le fond est essentiel. Et le choix du fond fait par l'artiste est d'une froideur vraiment spectaculaire. C'est un contraste absolu avec la violence rouge et orange du premier plan. Le traitement de l'arrière-plan révèle vraiment la véritable intention de l'œuvre. Le fond n'est ni un paysage, ni un intérieur domestique, ni même, l'obscurité dramatique d'un cachot classique. Non, c'est super plat. C'est un espace plat, saturé d'un gris-vert très pâle. C'est une fréquence chromatique très, très particulière. Elle convoque immédiatement des environnements institutionnels. Non, genre les couloirs d'hôpitaux. Les hôpitaux, les cellules psychiatriques, les zones de confinement. C'est une couleur qui a été conçue historiquement pour être apaisante, mais qui, par son usage répété, est devenue le symbole de l'asepsie. Et de la dépossession de soi. C'est le vert de l'indifférence clinique, en fait. Le personnage hurle, silencieusement, sa douleur, et le mur derrière lui, il répond par une neutralité administrative effrayante. C'est le contraste parfait. D'ailleurs, cette absence totale de décor transforme ce qui pourrait être une simple scène de violence en une immense métaphore. Oui, on supprime le narratif externe. Voilà, il n'y a pas d'agresseur sadique qui tient l'autre bout des cordes, il n'y a pas d'armes, pas de fenêtre, pas de porte-sortie. En enlevant tout ça, la tension devient une affaire purement interne, presque solipsiste. Le vide autour du personnage amplifie son isolement. Complètement. On a l'impression d'observer la matérialisation d'un trouble psychique massif, tu vois, où l'esprit lui-même devient la chambre de torture. Le pouvoir émotionnel naît effectivement de cette soustraction. En histoire d'art, représenter le bourreau, ça focalise la colère du public sur une figure précise, une cible. Alors que là, on n'a personne à blâmer. Exactement. En l'effaçant, l'angoisse devient diffuse, universelle. Les cordes sortent du hors-champ, elles émanent du vide. Et le seul ancrage spatial, c'est cette fameuse bande jaune et noire sous les pieds. Qui rajoute encore une couche de dissonance, ouais. C'est ça. Ce code visuel de sécurité industrielle, de mise en garde contre un danger, c'est presque ironique ici. Le danger a déjà englouti le sujet. Et pourtant, ce décor abstrait est ramené à une réalité extrêmement contemporaine par un détail. Ah oui, un détail très spécifique, le petit truc en bas à droite de la toile. La signature. La signature de l'artiste, Dany 23, pour Dany Zouhir avec l'année 2023. Et honnêtement, ça agit comme un réveil brutal. Ça nous rappelle que cette allégorie, elle appartient pas à la mythologie ancienne, quoi. Ni à l'Inquisition. Non, elle est née hier, à Meknès. C'est une traduction visuelle des angoisses d'aujourd'hui, littéralement. L'année 2023 nous ramène à une époque post-confinement. Une ère de menaces invisibles. Ouais, une ère dominée par l'isolement hyper connecté et les pressions structurelles écrasantes. Ce simple 23 transforme la peinture, qui avait une étrangeté surréaliste, en un miroir ultra troublant de notre propre époque. C'est vraiment l'empreinte temporelle de l'anxiété contemporaine. L'artiste traduit un sentiment de paralysie propre à notre modernité, en fait. C'est-à-dire ? Eh bien, où les menaces ne viennent plus seulement de prédateurs physiques, mais de forces systémiques insaisissables. Des forces qui nous maintiennent dans un état de suspension perpétuelle. C'est super juste. Alors, du coup, que reste-t-il après avoir plongé dans cette toile fascinante ? Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, cette œuvre magistrale, elle réussit la fusion improbable de deux contraires absolus. Le viscéral et le clinique. Exactement. D'une part, on a cette chair brûlante, peinte avec une précision anatomique qui fait transpirer l'effort. Une chair écrasée par la réalité rugueuse des cordes et le poids de ce drapé rouge. Et d'autre part, on a un vide glacial, minimaliste, dominé par un fond institutionnel apathique et la chute méthodique de cette goutte surréaliste. C'est le choc violent entre le chaud et le froid, quoi. L'exploration de cette œuvre démontre bien que l'art pictural possède la capacité de court-circuiter le langage. Ça atteint directement le système nerveux. Ouais, on le ressent dans nos tripes. Cette toile, elle rend palpable l'idée d'un fardeau sans forme. Elle illustre parfaitement l'équilibre précaire entre la lutte active et l'épuisement. Et surtout, elle matérialise l'immense vulnérabilité de l'attente. C'est très poétique. Ce n'est pas l'image de la chute, en fait.
C'est l'image du vertige, juste avant la chute. Un vertige qui refuse de s'arrêter, ouais. Et cela pousse inévitablement notre esprit vers une dernière réflexion. Une réflexion qui dépasse la simple mécanique de l'image. Vers quoi on se dirige là? Eh bien, tout au long de notre analyse, l'attention s'est focalisée sur l'isolement extrême du personnage. Il n'y a ni bourreau ni témoin dans ce cadre gris-vert. Mais c'est une illusion d'optique. Comment ça, une illusion? En réalité, il y a une présence écrasante dans cette pièce aseptisée. C'est notre propre regard. Ah, je vois où tu veux en venir, hein. En effaçant le tortionnaire de la scène, l'artiste laisse un vide narratif que la personne qui observe vient naturellement combler. Le sujet est suspendu, vulnérable, et notre œil ne le lâche pas. On devient les voyeurs de sa souffrance. Exactement. On scrute l'anatomie de sa souffrance, on analyse la couleur de sa torture, on est libre de détourner les yeux, de quitter la galerie ou de fermer la page. Mais lui ne peut pas. Non, lui reste condamné à cette suspension silencieuse sous le regard des prochains observateurs. Peut-être que la véritable captivité ne réside pas seulement dans les cordes ou dans la menace de cette goutte d'eau. Elle résiderait dans le regard. Peut-être qu'elle réside dans le fait d'être éternellement piégé sous le microscope de notre attention. Ce qui transforme le simple spectateur en complice silencieux d'une agonie sans fin. C'est une idée fascinante à laisser mûrir. Je trouve aussi, ça change complètement la façon dont on interagit avec l'œuvre. Et ça prouve à quel point cette peinture est puissante. Un vrai tour de force de la part de l'artiste.